Bonjour à tous, place à l'invité du 8h30 sur LCI. Je reçois ce matin le porte-parole des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, député lui-même de Paris, Benjamin Haddad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur LCI ce matin. Après cette semaine folle que vous avez vécue, qu'on a tous vécu finalement, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, comment se sent la majorité à laquelle vous appartenez? Elle est unie, elle est fracassée, elle est comment ce matin? Non, la majorité, elle est unie, elle est soudée, et puis surtout, elle vient de faire adopter un texte important sur notre immigration, pour maîtriser l'immigration, pour lutter contre l'immigration illégale, pour mieux intégrer aussi par la langue le travail. C'était ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire avoir un texte de fermeté, d'autorité, mais aussi d'intégration. C'est ce que voulaient les Français. C'est un texte qui a été difficile à obtenir, parce que ça a été le fruit aussi d'une négociation, d'un accord, d'un compromis qu'on a trouvé avec les sénateurs républicains. Vous savez, je crois que les Français attendaient nous déjà de trouver des solutions efficaces, des réponses sur la question de l'immigration, et puis en plus d'être capable de montrer qu'on pouvait travailler avec les autres. On est en majorité relative depuis le début de ce mandat, donc ça exige de nous effectivement d'être capable de tendre la main, de faire un pas, et puis on a vu là les Républicains qui l'ont fait aussi, et c'est pour ça qu'on a pu trouver cet accord. Mais vos collègues au sein de Renaissance, et j'allais dire plus globalement de cette majorité avec Horizon et Modem, ceux qui ont voté contre, ceux qui se sont abstenus, quelques jours après, ils se sentent, eux, faire toujours partie de cette famille, de cette majorité présidentielle, où vous sentez qu'il y a toujours un côté mal à l'aise et que ça va devoir être réglé, qu'il va falloir aussi en passer peut-être par une phase, j'allais dire, de câlinothérapie, entre guillemets, qu'il va falloir les faire revenir, je dirais, dans les rangs. Non, un parti politique, c'est pas un monolithe. Et vous savez, quand on vote tous de la même façon, on dit qu'on est des Playmobil, et puis quand après il y a des débats, parfois des désaccords, là on dit que c'est la crise. Non, la vérité, c'est que parmi les députés, chacun a son histoire, a ses convictions personnelles. C'est un sujet passionnel, un sujet très technique, complexe aussi, l'immigration, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et donc on a eu, vous savez, ces dernières semaines, beaucoup de réunions de groupe internes. Le président du groupe, Sylvain Maillard, a vraiment tenu à ce que chacun puisse s'exprimer. La très grande majorité des députés de la majorité ont soutenu ce texte, ont voté ce texte, parce qu'encore une fois, ça apporte des réponses importantes à ce sujet complexe qui est l'immigration. Mais après, voilà, chacun a sa place dans la majorité. Donc il y a eu des députés qui sont mal à l'aise, des ministres. On a vu un ministre qui est parti, qui a fait ses cartons, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Vous comprenez qu'un ministre qui n'est pas en phase, j'allais dire philosophiquement ou idéologiquement avec un texte, dise « moi ça ne convient pas, je m'en vais ». D'autres ont voulu le faire, comme Sylvie Retailleau, l'enseignement supérieur, mais apparemment, le président de la République et la première ministre l'ont rassuré sur le sujet des cautions pour les étudiants étrangers. Mais vous comprenez qu'on puisse ouvertement s'interroger, partir, alors que certains disent, attendez, il y a une solidarité gouvernementale à avoir. Bon, la politique, c'est effectivement affaire de solidarité et de collectif. Moi, j'ai toujours cru que c'était quelque chose de collectif, mais après, c'est aussi un combat de conviction. Et donc, chacun a ses convictions, ses histoires personnelles, et donc je le respecte. Le plus important, c'est qu'on continue le travail qu'on fait sur la santé pour lutter contre les déserts médicaux, par exemple, pour pouvoir continuer à soutenir notre hôpital. Je constate tout de même que sur la question de la santé, par exemple, dans ce texte, les sénateurs initialement voulaient supprimer l'aide médicale d'État. Nous nous y sommes opposés. Et donc, dans le cadre de la commission mixte paritaire, on a fait sortir la mention de l'AME. Donc, il n'y avait aucune raison pour qu'Aurélien Rousseau parte, en tout cas, non, mais après, il y a peut-être d'autres éléments sur le texte. Encore une fois, je ne sais pas et je respecte sa décision naturellement. Mais en tout cas, sur le domaine de la santé, effectivement, la suppression de l'aide médicale d'État n'est pas dans le texte que nous avons adopté à l'Assemblée nationale. Quand on a écouté le président de la République à la télévision ou la première ministre faire sa première interview à la radio sur ses sensibilités diverses au sein de la majorité, sur ses démissions ou ceux qui avaient agité la menace de la démission, on a l'impression que pour le duo de l'exécutif, c'était crise. Mais de quelle crise vous me parlez? En gros, même pas mal. On a l'impression qu'on voulait aller, hop, vite, tourner la page. Non, mais vous savez déjà, j'ai le sentiment que c'est quand même un peu le terme de crise, celui qui se vide le plus de son sens de la langue française. Il n'y a pas une crise aujourd'hui au sein de la majorité. Il peut y avoir, encore une fois, on a vu, c'est un texte qui peut faire l'objet de débats, qui fait l'objet de débats parmi les Français, même s'il est soutenu par une immense majorité des Français. Le plus important pour nous, c'est de continuer à avancer avec ce cap, qui est de trouver des solutions pour les Français. Cette question migratoire, on ne peut pas en faire le déni. Parce que le déni de ces sujets, ça nourrit le Rassemblement national. Et c'est une question fondamentalement, en réalité, qui est devenue, je pense, un peu symptomatique d'un sentiment de perte de contrôle dans les grandes transformations du monde. Les Français veulent qu'on puisse maîtriser notre immigration, c'est-à-dire qu'on reste ouvert, généreux, on a des besoins économiques, on a des exigences humanitaires aussi avec l'asile, mais on doit être capable de fixer des critères
claires et des outils pour pouvoir maîtriser qui rentre et pour pouvoir expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. C'est ce que fait ce texte. 4000 délinquants étrangers qui pourront être expulsés, les réseaux de passeurs qu'on criminalise, et après plus d'intégration par le travail avec la régularisation des travailleurs dans les métiers sous tension. Voilà, c'était cet équilibre, cette philosophie qu'on a toujours poursuivie. C'est un texte, encore une fois, qui a fait l'objet de négociations âpres, mais je crois qui était attendu, qui était nécessaire et qui répond à un défi majeur que connaissent toutes les grandes démocraties et qui s'articule, je voudrais quand même le rajouter, avec ce qu'on fait aussi au niveau européen, où nous venons d'adopter cette semaine le pacte asile et migration pour mieux maîtriser nos frontières extérieures de l'Union européenne, pour pouvoir faire une première sélection de l'asile aux frontières de l'Union, pour mettre aussi parfois plus de pression sur les pays de transit et de départ. Donc cette politique de maîtrise de l'immigration, on l'amène aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. C'est toute l'action qu'on mène pour reprendre le contrôle en fait dans la mondialisation. Vous parliez de ces travailleurs étrangers, de ces métiers en tension. Nous aurons besoin de près de 4 millions de travailleurs étrangers d'ici 2050. Voici ce que dit le patronat. Certains disent, attendez, les patrons, où ils étaient pendant tout le débat, on ne les a pas beaucoup entendus. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Vous dites ça aussi ? Bon, écoutez, en tout cas, c'est bien de les entendre effectivement sur ce sujet. En effet, il y a beaucoup de secteurs, on le sait, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'agriculture, où il y a un besoin de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors, il y a des réponses qui peuvent être apportées au niveau national. C'est ce qu'on fait, par exemple, récemment. On vient de faire la réforme de France Travail, de Pôle emploi, pour pouvoir mieux articuler en fait l'offre et la demande et faire en sorte qu'on puisse accompagner les demandeurs d'emploi aussi sur le logement, le transport, la garde d'enfants, les formations, naturellement. On a aujourd'hui le chômage le plus faible en France depuis 40 ans. C'est une opportunité, c'est une chance, mais ça présente d'autres défis. Et donc, l'une des réponses, c'est en effet de pouvoir faire appel à de la main-d'œuvre qui, dans le cas des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, sont déjà sur le territoire. Depuis 3 ans, travaillent déjà depuis 8 mois sur les 12 derniers mois dans le secteur, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui parlent français. Et à ce moment-là, effectivement, je pense que ça a du sens de pouvoir les régulariser. C'est fait au cas par cas par le préfet. Mais l'une des avancées de ce texte, je tiens à le dire, parce que ça, c'est un enjeu quand même d'humanité, c'est que les travailleurs eux-mêmes peuvent faire cette demande, alors qu'avant, c'était uniquement les employeurs. Ça, c'est aussi quelque chose qu'a obtenu la majorité dans cette négociation. Vous parliez des Républicains. Je voulais faire réagir à cette phrase. Je ne sais pas si vous l'avez lu, l'interview de Laurent Wauquiez ce matin dans Le Figaro. C'est la fin du « en même temps ». Un espoir s'est levé à droite. Vous lui répondez quoi ce matin à Laurent Wauquiez finalement ? C'est la droite, ce qu'il dit, hein. La droite finalement, les Républicains ont imposé leur texte. Voilà, nous sommes de retour. Bon, écoutez, vous savez, je ne suis pas surpris d'entendre les uns et les autres commenter. Moi, je crois que c'est surtout la victoire d'une logique de compromis. D'accord, où on a su travailler ensemble. C'est pas dans notre culture politique en France, en fait. On est dans cette situation inédite, nous, qui est qu'on est en majorité relative. Et d'habitude, voilà, tous les partis avaient plutôt tendance à être en majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et là, c'est une situation, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est la norme, en fait, chez nos voisins. Il y a 19 pays sur 27 de l'Union européenne qui ont des situations de majorité relative. Et donc, parfois, ils font des accords texte par texte, parfois, ils font des coalitions. Mais en tout cas, il y a cette logique de négociation. Aux États-Unis, où pourtant, il n'y a que 2 partis, ça fait des mois aujourd'hui qui sont bloqués sur un budget, en partie d'ailleurs sur l'immigration. Mais ça veut dire que les Républicains sont devenus les nouveaux partenaires du gouvernement, de la majorité ? Mais nous, vous savez, on a fait passer plus d'une 50aine de textes depuis le début de ce mandat. Parfois avec la gauche républicaine, c'est-à-dire les socialistes ou les écologistes. C'est le cas, par exemple, sur les énergies renouvelables. Parfois et souvent avec les Républicains sur l'augmentation des moyens de la défense, de la sécurité, de la justice, la réforme de l'assurance chômage ou encore la relance de la filière nucléaire. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler avec les Républicains. Ils ont montré avec leur propre vision idéologique de ce sujet, mais ils ont montré qu'ils pouvaient être des partenaires constructifs sur ce texte, mais on continuera à travailler avec les autres. En tout cas, je crois que c'est comme ça que nous voulons travailler à l'Assemblée nationale avec tout l'arc républicain pour continuer à tous ceux qui veulent faire avancer le pays, réformer, travailler au plein emploi, à la transition écologique, à mettre de l'autorité dans notre pays, seront nos partenaires. Un dernier mot encore sur ce texte immigration, puisque la prochaine étape, c'est le Conseil constitutionnel. Pourtant, on avait vu que tout au long de ce parcours législatif, que ce soit au Sénat, commission mixte paritaire ou Assemblée, tout le monde, a priori, voyait qu'il y aurait des articles qui ne seraient pas constitutionnels, qui seraient retoqués, qui ne seraient pas validés par les sages. Là, on a l'impression maintenant que les juges, ils ont un peu bon dos, qu'on attend beaucoup d'eux et qu'ils vont ne plus être forcément dans leur, périmètre de compétences et de ce qu'ils doivent faire, et que c'est un peu pour soulager, la conscience de votre majorité.
Non, vous savez déjà le passage au Conseil constitutionnel, c'est un passage normal pour un texte. Là, et il y a parfois ça arrive assez souvent qu'il y ait un tel ou tel article qui soit retoqué. Donc là, on verra. Il y a effectivement des questions qui se posent sur quelques dispositifs. Je peux prendre la question des quotas, par exemple. On a eu nous ce débat au sein de la majorité. Les quotas, on considère que ça représente peut-être une rupture d'égalité dans le droit. L'article 34, si je ne m'abuse, de la Constitution, ça ne pourrait pas être... Voilà, donc ça sera le travail effectivement du Conseil constitutionnel. On parlait du ministre de la Santé. On a appris hier que celle qui lui succède par intérim, Agnès Firmin-Lebaudot, était visée par une enquête pour cadeau non déclaré des laboratoires Urgo, une valeur estimée à 20 000 € en tant que pharmacienne et pendant qu'elle occupait son poste de députée. Elle n'aurait pas prévenu le déontologue de l'Assemblée. Une pratique, vous dites quoi ce matin? C'est plus possible, c'est pas possible de faire ça. La ministre, celle qui est ministre aujourd'hui, mais à l'époque députée, n'avait pas vu ce qui se jouait? Non, moi j'attends de voir effectivement la ministre, je pense, s'exprimera sur ce sujet. Moi, j'ai pas à commenter des articles de presse. On doit, à l'Assemblée nationale, je suis député, déclarer les éventuels cadeaux, les voyages, des choses comme ça, qui peuvent être donnés par des entreprises. Une bouteille de champagne, un cadeau, une montre, je sais pas. Personnellement, je ne reçois pas de bouteille de champagne, mais pour une valeur supérieure à 150 €, je crois. Pour une valeur supérieure à 150 €, effectivement, ça fait partie des règles déontologiques de transparence de l'Assemblée nationale. Une nouvelle, si je parle familièrement, tuile pour le gouvernement, voir cette affaire éclater là comme ça? Non, mais attendez, on verra encore une fois. On va pas, je connais pas. On va voir ce qui se passe et comment elle réagit et sa réponse. Mais en tout cas, je commande pas juste des articles de presse. On va parler de l'international puisqu'Emmanuel Macron est en Jordanie pour le traditionnel Noël avec les militaires français en opération à l'étranger. Avant d'aller sur cette base, il avait rencontré le roi Abdallah de Jordanie. Et dans son discours, on a entendu un Emmanuel Macron maintenir la pression sur Israël, s'indignant du drame humanitaire qui se joue à Gaza. Il a réitéré ses demandes de cesser le feu et, mots qui ont pu surprendre, il appelle à sévir, je cite, en Cisjordanie contre les colons qui menacent la paix. C'est une prise de distance très claire à l'égard de Benyamin Netanyahou, non? Vous savez, c'est le message du président de la République depuis le début, c'est que cette guerre contre le terrorisme islamiste du Hamas, après l'attaque barbare du 7 octobre, doit être menée dans le respect du droit international humanitaire et en préservant les civils. Et qu'on ne pourra pas construire la paix, reconstruire une perspective politique à deux États, ce qui a toujours été le message de la France, sans faire cet effort de préserver les civils, parce que c'est une question non seulement humanitaire, juridique, mais c'est aussi une question politique pour Israël, dans le message qu'Israël envoie aussi bien aux Palestiniens qu'au monde arabe, dans un contexte où il y avait aussi des normalisations entre les pays arabes et des processus de normalisation comme avec l'Arabie saoudite. Donc je crois que c'est effectivement un message important. Je crois que la question aussi qui se pose, et le président de la République aujourd'hui et en Jordanie aussi, c'est de poser les jalons d'une paix future, d'une perspective politique future au Proche-Orient. Cette paix ne peut pas passer par le Hamas, par un mouvement terroriste qui persiste, c'est-à-dire qu'il mènera d'autres attaques contre Israël comme celle du 7 octobre. Mais en effet, doit se poser quand même aussi la question de la reconstruction, de la gouvernance de la bande de Gaza, la façon dont on peut peut-être travailler avec l'autorité palestinienne à Gaza à terme, mettre autour de la table les principaux acteurs, les Américains, les Européens, les pays arabes de la région, dont certains, encore une fois, qui veulent normaliser avec Israël comme l'Arabie saoudite, les organisations internationales, et relancer ce processus politique. On voit bien effectivement cette tension et ce qui se passe au Proche-Orient. L'autre front, c'est ce qui se passe en Ukraine. Ouais. Le président en a également parlé hier devant les militaires en se posant la question: quel serait le lendemain pour nous, Européens, si la Russie gagnait? On comprend que le message, c'est toujours la Russie on ne peut pas laisser la Russie gagner, c'est ça? On ne peut pas laisser la Russie gagner. On doit soutenir les Ukrainiens jusqu'à la victoire. Et on ne doit pas oublier l'Ukraine. Vous savez, le pari de Vladimir Poutine, c'est qu'on va se lasser, qu'on va se diviser, que peut-être demain Trump sera élu, que les divisions au sein de l'Union européenne prendront le pas sur le soutien à l'Ukraine. Jusqu'ici, nous avons su rester unis et soudés dans le soutien militaire, dans le soutien économique. On a, la semaine dernière, au Conseil européen, ouvert les négociations d'adhésion de l'Union européenne à l'Ukraine. Je crois que c'est une décision historique. Les Ukrainiens appartiennent à la famille européenne. Ils se battent pour être un pays libre, pour regagner leur territoire, mais aussi pour devenir une démocratie européenne ancrée dans la communauté euro-atlantique. Et donc je crois que c'était une responsabilité historique de notre part d'ouvrir ces négociations. Et effectivement, les prochains mois seront difficiles. On sait que les Russes
vont, comme l'an dernier, lancer des attaques cyniques contre les infrastructures civiles à Kiev et dans les autres villes pour casser les assauts depuis ces dernières jours. Bien sûr, ils multiplient des bombardements très intensifs, très violents contre les populations civiles pour casser le moral de la population ukrainienne. Jusqu'ici, les Ukrainiens ont résisté de façon héroïque, courageuse. Donc restons à leur côté et continuons d'ailleurs à développer les outils pour pouvoir les aider. Et là, je voudrais peut-être prendre une seconde pour parler notamment d'un débat en cours en ce moment, celui des avoirs gelés de la Banque centrale russe, où depuis le 24 février 2022, nous avons gelé en Europe 200 milliards d'euros de la Banque centrale russe, qui était notamment en Belgique. Se pose quand même la question des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine. La Banque mondiale estime que cette reconstruction coûtera au moins 400 milliards. Je ne pense pas que ce soit aux contribuables européens de payer la facture de la guerre d'agression qu'a menée la Russie. Il y a un débat en cours en ce moment pour au moins utiliser les intérêts de ces 200 milliards qui ont été gelés. En tout cas, réfléchissons, avançons pour avoir tous les outils possibles pour pouvoir continuer à soutenir les Ukrainiens dans le temps long. C'est à la fois la défense de nos valeurs et de nos intérêts en Europe. Alors, en Ukraine, le président Zelensky, lui, fait face à une cote de popularité qui est en baisse. Elle était il y a un an 84%, aujourd'hui elle est à 62%, ça dégringole. On a vu hier, il a annoncé, j'allais dire presque forcé, une mesure qu'il n'avait pas envisagée jusqu'à présent, mais de lancer une nouvelle campagne de conscription, mobilisation de 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires, qui coûteront aussi beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la possibilité de croire en une nouvelle contre-offensive de la part des Ukrainiens? Déjà, ça va être une guerre longue. C'est une guerre longue. Effectivement, la contre-offensive, là, a été un échec. En tout cas, elle n'a pas obtenu les résultats qu'on est nombreux à espérer. Mais la guerre n'est pas terminée. Une partie du territoire ukrainien est toujours occupée. Donc, les Ukrainiens continuent à se battre, continuent à mobiliser leurs soldats et leur population. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a une responsabilité de les soutenir. Mais je voudrais dire juste un mot sur ce qui est intéressant, ce que vous avez dit sur la cote de popularité de Zelensky. Eh bien, l'Ukraine, c'est effectivement une démocratie. Et la politique reprend ses droits. Quand j'étais en Ukraine la dernière fois, il y a 3 mois, j'ai entendu, par exemple, le maire de Kiev, M. Klitschko, qui pouvait être assez critique du président ukrainien. C'est sain, au fond, dans un pays qui est candidat à l'Union européenne, qu'on puisse avoir ces débats, qu'on puisse avoir finalement une vie démocratique. En tout cas, c'est clairement très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui en Russie. Le président français doit-il retourner en Ukraine bientôt? Oui, je l'espère. J'espère qu'il retournera en Ukraine. On a, je pense, toujours un message fort. La France a déjà continué de jouer son rôle dans l'aide militaire, l'aide économique à l'Ukraine. Et puis, je crois, a joué un rôle moteur, notamment au sein de l'Union européenne, sur la question de l'ouverture des négociations d'adhésion. Le président de la République avait reçu Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, à dîner quelques jours auparavant pour le convaincre de lever son veto. Donc c'est aussi comme ça qu'on a pu obtenir un accord et je pense que ce sera un symbole fort pour montrer aux Ukrainiens que l'Europe est toujours avec eux. Alors là, le président Macron est à l'étranger, en Jordanie. Juste avant de partir, il a lâché une petite phrase dans l'émission de télé qui fait beaucoup réagir. Lui qui dénonce une chasse à l'homme concernant Gérard Depardieu, l'acteur Gérard Depardieu. On a vu le magazine Elle qui a envoyé une lettre. Il y a les vrais coups, ces coups qui font mal, qui laissent des bleus, et il y a les coups symboliques qui abîment tout autant. Référence aux propos tenus par Emmanuel Macron, qui se disait fier aussi de Gérard Depardieu. Le président Hollande, lui avait répondu. Carole Bouquet, hier soir, ancienne compagne de Gérard Depardieu, chez nos confrères de Quotidien sur des TMC, dit « Je sais qui est Gérard, c'est un tribunal médiatique qui est en train de tuer un homme ». Qu'est-ce que ça vous évoque, ça vous suggère ces prises notamment de parole de la part du président de la République? Un président devrait-il dire ça? Déjà, moi j'ai été choqué par les propos qu'on a entendus dans Complément d'enquête de la part de Gérard Depardieu. Après, le président de la République... Il aurait pu le dire, peut-être le président. Mais le président de la République a eu raison de rappeler le principe fondamental de la présomption d'innocence dans notre démocratie. Et ça, je crois que c'est très important. Et le rôle du politique, c'est pas de rendre justice. Donc, il rappelle cette présomption d'innocence. Je crois qu'on est dans un moment de notre démocratie où on voit heureusement une libération de la parole des femmes. Il faut respecter la parole des femmes et des accusatrices. Il faut respecter la présomption d'innocence. Et ce n'est pas aux politiques
ni aux députés, encore moins au président de la République, de rendre justice. Alors vous le dites, effectivement, respect de la présomption d'innocence, bien évidemment. Il y a des plaintes pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Gérard Depardieu, mais le président, c'est ce qui lui est reproché, n'a eu aucun mot justement pour ces femmes, sans mettre de côté bien évidemment cette présomption d'innocence, mais en disant, voilà, moi ces propos m'ont choqué, je pense bien évidemment à ces femmes, pour un président qui avait fait de la lutte contre les violences sexuelles. On se rappelle de Marlène Schiappa au sein de l'exécutif, une lutte contre les violences sexuelles. On a l'impression que là, il s'était assis un peu dessus, c'était un peu oublié. Non, il n'a jamais oublié ce combat et vous savez à quel point il a toujours été impliqué. Et effectivement, ça a été une cause majeure et ça l'est de notre action politique. Mais encore une fois, je crois que ça a toujours été quelque chose auquel il est aussi extrêmement attaché. C'est le fait de ne jamais prêter son concours à des phénomènes de masse qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans le commentaire, et de toujours s'ériger en garant de la présomption d'innocence. Et ça, je crois que ça a toujours été un combat absolu du président de la République. Dernière petite question, il nous reste 1 minute avec vous, Benjamin Haddad, sur les européennes. Tiens, il paraît que le président Macron pourrait faire un discours pour cette campagne des européennes, tel qu'il avait fait à la Sorbonne en 2017. Ça avait mobilisé, ça avait encouragé. Vous le souhaitez, c'est nécessaire pour une campagne. On a l'impression de votre côté de la majorité qui peine à démarrer. Je crois que c'est nécessaire, notamment parce que ça donnera un cap au prochain mandat de la Commission et du Parlement européen. Vous savez, ce discours de la Sorbonne avait posé les jalons de ce qu'on appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire d'investir dans notre souveraineté industrielle, militaire, technologique, tout ce qu'on a fait, migratoire aussi, ces dernières années au niveau européen. On a un bilan important. Cette élection européenne, elle est absolument fondamentale. Elle arrive dans un contexte où peut-être demain, Donald Trump est le candidat républicain aux États-Unis et tournera à nouveau le dos aux Européens, voire nous lancera des guerres protectionnistes. On a toujours une guerre sur le continent européen. On a des crises à nos frontières comme Gaza. Est-ce qu'on veut une Europe faible, divisée, ou est-ce qu'on veut au contraire une Europe qui est capable de défendre ses intérêts, sa sécurité, d'investir dans son industrie et sa souveraineté technologique, et donc en fait de prendre le contrôle de son destin. Ça a toujours été la vision qui est portée par le président de la République en Europe depuis le discours de la Sorbonne. Je crois qu'effectivement ça posera les jalons des années à venir. Eh bien, on suivra ça bien évidemment sur LCI l'année prochaine. Merci Benjamin Haddad d'être venu avec nous et sur notre plateau. Bonne fête.